Passons à la présentation du BP Activité Gymnique. Je vais commencer par vous présenter les filières de formation fédérale et professionnelle. L'objectif, ça va être de pouvoir faire un état des lieux des différentes formations qui permettent un encadrement dans les activités gymniques et de pouvoir surtout positionner le BPJEPS au sein de ces différentes formations qui existent, tant au niveau des exigences que de ses prérogatives. Donc, par rapport au métier d'encadrement des activités gymniques, on distingue le métier d'animateur et celui d'entraîneur. Le métier d'animateur, lui, fait référence à l'encadrement de groupes de loisirs dans la pratique d'activités gymniques. Tandis que le métier d'entraîneur, lui, fait référence à de l'encadrement dans la pratique compétitive, allant du premier niveau de compétition fédérale à un niveau de compétition donc élite. On distingue des diplômes, différents diplômes d'encadrement soit bénévole, soit professionnel. Donc, premièrement, concernant les diplômes d'encadrement bénévole, on a des diplômes, des formations qui sont délivrées, qui sont régies par la Fédération française de gymnastique. Et nous avons la formation d'animateur et d'aide-animateur qui permet donc d'encadrer la pratique gymnique en loisir, donc hors compétition. Ces formations sont gérées, organisées par les comités régionaux. Donc, vous pourrez retrouver dans le catalogue de formation, qui sera donc le catalogue 2020-2021, qui sera bientôt disponible. Vous pourrez retrouver les différentes animations, les différentes formations d'animateurs et d'aide-animateurs que nous proposerons sur la région. Il y a également la formation de moniteur qui permet donc cette fois d'encadrer un niveau compétitif, un premier niveau de compétition au niveau fédéral, et enfin un diplôme d'entraîneur. Donc ces différents diplômes permettent l'encadrement des activités gymniques, mais restent des diplômes d'encadrement bénévole. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être rémunéré, être embauché par le club lorsque vous disposez uniquement de ces diplômes. C'est pour cela qu'il existe des diplômes d'encadrement professionnel qui vous permettent donc d'être rémunéré et d'être embauché dans un club. La branche du sport, elle, dispose du certificat de qualification professionnelle, le CQP, qui permet donc d'encadrer à un niveau de loisir, donc hors compétitif, mais d'être rémunéré dans les clubs. Vous avez également, par le ministère des Sports, donc le BPJEPS, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, dont on va discuter un peu plus longuement ensuite, d'accord, qui lui permet, comme vous pouvez le voir, d'encadrer à un niveau de loisir, mais également à un niveau de un premier niveau par rapport aux exigences du diplôme de compétition fédérale. Ensuite, lorsque l'on souhaite entraîner à un niveau de performance, on peut se tourner vers le DEJEPS, le diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Et pour entraîner à un niveau élite, le DES-JEPS, donc le diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Enfin, par rapport aux branches de diplôme, vous avez le ministère de l'enseignement supérieur, qui notamment avec la filière STAPS, permet donc via le DUG STAPS, qui équivaut à une deuxième année de licence, d'entraîner donc professionnellement à un groupe de loisirs, un niveau loisir. Et vous avez également la licence STAPS entraînement sportif et le supplément au diplôme, dont vous présentera de manière un peu plus précise Benoît Tamarel ensuite, qui lui permettent donc d'entraîner à un niveau de compétition allant jusqu'au niveau de performance. Donc voilà un état des lieux qui nous permet justement de mieux positionner le BPJEPS un petit peu dans les différentes formations qui permettent l'encadrement des activités gymniques. Et comme vous pouvez le voir, donc, il permet et d'encadrer un loisir et en compétition, professionnellement parlant, donc contre rémunération.
Donc, quelle formation globalement? Donc, comme je vous ai dit, le BPJF, c'est le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. C'est un diplôme d'État de niveau 4, qui équivaut à un niveau bac. La spécialité de ce diplôme que nous vous présentons, c'est éducateur sportif. La mention activité gymnique, qui comporte deux options, l'activité gymnique, les activités gymniques artistiques et la gymnastique rythmique. Alors, une petite présentation des prérogatives de ce diplôme, donc en reprenant les textes officiels. Pour ce qui est de l'option activité gymnique acrobatique, donc je cite encadrement des activités de découverte, d'animation et conduite de cycle d'apprentissage des activités gymniques. Ce premier point, cette première phrase, elle fait référence à la partie encadrement loisir que permet le titulaire du BPJEPS. Comme on peut le voir, elle permet donc au titulaire d'encadrer toutes les activités gymniques, d'accord, à des fins donc de découverte et d'animation. Et vous avez également, avec cette option activité gymnique acrobatique, la possibilité, donc la prérogative pour entraîner des activités gymniques acrobatiques en compétition. Pour ce qui est de l'option gymnastique rythmique, on retrouve les mêmes prérogatives en ce qui concerne le loisir, d'accord, donc l'encadrement des activités de découverte, d'animation et conduite de cycle d'apprentissage des activités gymniques en général. Et pour ce qui est de la compétition, l'entraînement de la gymnastique rythmique. Comme on peut le voir, donc vraiment, ça rappelle le fait que le BPJEPS est un diplôme qui permet d'encadrer et le loisir et la compétition, et surtout qu'il n'y a pas de limite dans l'encadrement des publics. Autrement dit, lorsque vous êtes titulaire de ce diplôme, en possibilité, ou du moins susceptible, de pouvoir encadrer tout type de public. C'est en cela que, et je vais vous le présenter après, vous allez pouvoir voir que la formation BPJEPS, c'est une formation polyvalente et diversifiée pour pouvoir justement prétendre à obtenir toutes ces compétences, puisqu'il y a assez peu de limites, notamment dans l'encadrement des différents publics. L'objectif de la formation donc, du BPJEPS, elle réside dans la validation de 4 unités capitalisables. On va parler d'UC, donc d'unités capitalisables, ce qui correspond globalement à une grande compétence à valider. La première unité capitalisable, c'est encadrer tout public dans tout lieu et toute structure. Donc ça va être la première compétence à valider pour justement derrière valider votre BPJEPS. La deuxième compétence, c'est mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure. Alors ces deux unités capitalisables, ces deux UC, elles sont particulières dans la mesure où elles sont transversales à tous les BPJEPS. Autrement dit, que vous passiez un BPJEPS activité de la forme, activité gymnique, activité physique pour tous, etc., vous retrouverez toujours ces deux UC. Donc, ce sont vraiment des compétences assez générales dans la gestion de projet, d'accord, dans l'établissement d'un projet et dans l'encadrement général d'un public, dans tout lieu et toute structure, comme l'indique la première unité capitalisable. Ensuite viennent les UC3 et les UC4. Donc, celles-ci sont spécifiques à la mention et à l'option ensuite. Donc là, en l'occurrence, à la mention activité gymnique, comme on peut le voir dans la troisième unité capitalisable, qui est de concevoir un cycle dans le champ des activités gymniques. Une petite faute de frappe. Donc, dans le champ des activités gymniques en général. Et enfin, la dernière unité capitalisable qui est de mobiliser les techniques de la mention pour mettre en œuvre un cycle d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition fédérale, que ce soit en gymnastique rythmique et ou en activité gymnique acrobatique.
Alors, l'organisation des différentes épreuves. La première épreuve, elle va correspondre à la validation des 2 premières unités capitalisables, donc les UC1 et les UC2, qui, je vous le disais, sont transversales à tous les BPJEPS. Elle consiste à organiser une action d'animation après avoir réalisé le diagnostic de la structure. Le format de cette épreuve, il se constitue de la manière suivante. Vous avez un dossier à réaliser dans lequel vous allez construire tout votre projet d'animation que vous allez réaliser au sein de votre structure, dans lequel donc vous allez établir tout le récapitulatif, toute la méthodologie que vous avez mis en place pour réfléchir à votre projet, le mettre en œuvre, le piloter et l'évaluer. Une fois que donc, ce dossier a été réalisé, vous allez devoir donc évidemment le rendre et présenter un oral avec une présentation PowerPoint qui va un petit peu résumer toute cette méthodologie, tout ce qui a été mis en place, tout votre projet. Les différents contenus donc, qui seront vus pour justement la validation de ces 2 UC et de cette épreuve, ce sera des contenus de démarche de projet, donc qui font référence au diagnostic de votre structure, la communication autour d'un projet, l'établissement d'un budget pour réaliser justement un projet d'animation. Il va y avoir aussi des contenus qui feront référence à la connaissance des différents publics et également des contenus de réglementation. Donc ça, c'est vraiment pour la première épreuve qui va donc permettre de valider les UC1 et les UC2. Donc comme vous pouvez le voir, un dossier, un oral qui est suivi d'un entretien. Ensuite, la deuxième épreuve, elle, permet de valider l'UC3. Alors cette épreuve-là, elle nécessite aussi la réalisation d'un dossier, plus une séance d'animation. Donc le format de l'épreuve, vous devez réaliser un dossier présentant 2 cycles d'animation dans 2 activités gymniques différentes, chacun de 6 séances. Une fois que vous avez réalisé votre dossier et donc donné votre dossier, vous avez le jour de l'épreuve une séance à réaliser qui sera tirée de votre dossier et un oral suite à cette séance. Les différents contenus qui seront vus pour justement la validation de cette unité capitalisable et pour cette épreuve, vous aurez des contenus en base technique des activités gymniques de manière assez générale, puisqu'on verra et de la gamme, de la GAF, de la GAC, du trampo, de la GR, de l'aéro, petite enfance, de la gym senior également, de l'handi, d'accord. Vous allez voir tout le panel des différentes activités gymniques qui vont vous permettre justement d'acquérir cette polyvalence que requiert ce diplôme et notamment la validation de cette compétence, de cette unité capitalisable numéro 3. Vous aurez également des contenus de pédagogie de l'animation qui feront référence à la gestion de groupe, à de l'animation, la prise de plaisir justement des pratiquants dans l'animation de vos séances. Et pour ce qui est de l'épreuve 3, la dernière épreuve, il y a 3 épreuves. Celle-ci donc fait référence à la validation de l'UC4 qui est vraiment spécifique à votre option. C'est lors de cette UC4 que là, on va séparer, entre guillemets, les candidats ayant choisi l'option activité gymnique acrobatique et les candidats ayant choisi l'option gymnastique rythmique, notamment dans l'épreuve. Quoi qu'il arrive, vous aurez un dossier à réaliser. Donc, ça nous fait un 3e dossier. Il y a 3 dossiers. Et une séance d'entraînement. Donc, le dossier, lui, doit comporter un cycle d'entraînement, cette fois, et non pas d'animation. Là, on est sur la compétence liée à l'entraînement. D'accord ? Donc, vous avez un cycle d'entraînement à présenter de 8 séances. Et une séance qui est tirée de votre dossier doit être réalisée
en mise en situation pédagogique, puis sera suivi d'un oral. Par rapport donc, aux contenus de formation qui seront vus pour la validation de cette compétence et de cette UC4, vous verrez du perfectionnement technique des activités gymniques. Lors de l'UC3, l'objectif était de voir des compétences d'animation de manière générale. Là, l'objectif va être vraiment axé sur le perfectionnement technique de ces activités gymniques. Et là, pour ce qui va être de l'option activité gymnique acrobatique, vous verrez de la gamme de la GAF, GAC, Trampo et Aéro. Et si vous choisissez l'option gymnastique rythmique, vous verrez uniquement le perfectionnement technique en gymnastique rythmique. Donc voilà globalement 4 unités capitalisables réparties en 3 épreuves différentes. Une première épreuve qui permet donc la validation des 2 premières unités capitalisables, qui elles sont transversales à tous les BPJEPS, qui fait référence donc au fait de concevoir, conduire, piloter et évaluer un projet d'animation en structure. Une deuxième épreuve qui fait référence à l'UC3, qui là fait référence à vos compétences d'animation, donc à concevoir et conduire un cycle d'animation auprès de vos gyms dans 2 activités gymniques différentes. Et enfin, une troisième épreuve qui fait référence donc à l'UC4, qui là est plus tournée sur l'entraînement et donc le perfectionnement technique des activités gymniques, que ce soit activité gymnique acrobatique ou gymnastique rythmique en fonction de l'option que vous aurez choisie. Vous verrez également dans cette épreuve 3, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais des principes d'entraînement, comme c'est une unité capitalisable tournée sur l'entraînement, donc des contenus de planification, de préparation physique, etc. Mais je vous le rappelle après dans les différents contenus que vous allez voir. En ce qui concerne donc l'organisation pédagogique de la formation, c'est une formation qui dure 1 an. Le début de la formation est le lundi 17 août 2020. La formation se terminera donc le vendredi en août 2021, pardon. Donc autour du vendredi 13 août 2021. Le volume de formation est différent en fonction de l'option que vous choisissez. Comme vous avez pu le voir, notamment dans l'UC4, on ne voit pas le même contenu de formation et donc ce qui fait évoluer ce volume de temps en centre de formation. Donc, pour ce qui est de l'option activité gymnique acrobatique, le volume de formation est de 749 heures. Et pour l'option gymnastique rythmique, il est de 678 heures. Quoi qu'il arrive. Alors, juste 2 secondes, je me permets de te couper, Alexis, je viens de recevoir un mail. Il semble qu'il y en ait qui aient des difficultés à voir le diaporama. Est-ce que. Donc, il y a Gaël Gratch de Flair qui m'a prévenu. Les autres, est-ce que vous voyez le diaporama qui est affiché à l'écran? Et vous pouvez l'écrire. Noureddine, non. N'hésitez pas à l'écrire sur la partie conversation s'il y a des problèmes. Prendre un petit peu là sur cette organisation pédagogique. Donc, je vous rappelle, la formation est en 1 an, d'août 2020 à août 2021. Et en fonction de l'option que vous choisissez, l'option activité gymnique acrobatique et ou l'option gymnastique rythmique, vous avez du coup un temps en centre de formation qui est quelque peu différent, avec un volume de 749 heures pour l'option activité gymnique acrobatique et 678 heures pour l'option gymnastique rythmique. Quoi qu'il advienne, vous aurez toujours le même temps de stage qui est de 525 heures. Donc, ce volume de stage, que vous soyez en option gymnastique rythmique ou activité gymnique acrobatique, sera le même. Alors, en centre de formation, la formation donc sera le lundi et le mardi. Le lundi, toute la journée, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, soit un volume de 8 heures. Et le mardi matin seulement, de 8h30 à 12h30. Nous avons opté pour cette organisation pour l'année prochaine pour permettre notamment à nos stagiaires qui potentiellement viennent de loin
de pouvoir éventuellement être en structure, en club, le mardi soir pour pouvoir encadrer leur groupe. Donc, c'est pour ça qu'on a fait du coup ce petit changement par rapport à cette année où on était sur lundi toute la journée, mardi toute la journée. Là, on est sur du lundi toute la journée et mardi matin. Alors ça, c'est valable hors vacances scolaires. Pendant la période de vacances scolaires, on est sur du lundi au vendredi, donc toute la semaine, les stagiaires sont en formation de 9 h à 17 h. Alors, je vois que ça arrive. Hop. Certains ont dû quitter et revenir. Donc ça, c'était pour le centre de formation. Pour ce qui est de la structure d'accueil, donc dans vos clubs, globalement, les horaires sont en fonction, donc évidemment, des horaires du club. Et vous êtes en structure uniquement en dehors des heures de formation. Vous ne pouvez pas être en structure d'accueil lorsque vous devez, dans le même temps, être en centre de formation. Alors, donc, pour ceux qui suivent peut-être via ce que je vous ai envoyé, donc on est sur la diapositive numéro 13. Une formation diversifiée et polyvalente. Donc, là, je vous ai présenté un petit peu les différentes activités que vous allez voir, et ce, dans le parcours commun aux deux options, que vous choisissiez activité gymnique acrobatique ou gymnastique rythmique. Comme vous pouvez voir, vous avez au moins une vingtaine d'heures autour et de la gamme, de la GAF, de la GAC, de l'aéro et j'en passe. L'objectif étant de rendre cette formation la plus diversifiée et polyvalente possible pour répondre aux différentes prérogatives qu'on a pu voir en tout début de présentation, qui vous permettent d'encadrer tout type d'activité gymnique en loisir et surtout tout type de public. C'est pourquoi il y aura de la gym senior, de l'handi-gym et de la baby-gym également. En plus de ces contenus gymnastiques, vous aurez aussi des contenus qui comporteront donc de la pédagogie de l'animation et de l'encadrement d'un groupe en général, des contenus de sciences humaines, des contenus qui tourneront autour de la connaissance du corps humain, donc de l'anatomie, myologie, l'étude des muscles, la physiologie, l'ostéologie, l'étude des os, la biomécanique. Vous aurez également des contenus d'analyse technique, d'entraînement, donc de préparation physique, de planification, de système sensoriel. Vous aurez également des notions de jugement pour ce qui est donc activité gymnique acrobatique, la GAF, la gamme, la GAC et le trampo. Et des contenus qui tourneront autour de la santé, donc la nutrition, l'handicap, l'obésité, etc. Donc vraiment une formation diversifiée et polyvalente, comme le titre de la diapositive l'annonce. Donc je passe à la diapositive numéro 15, concernant l'organisation de la formation. Toujours, donc là on va parler du stage en club. Comme je vous ai dit, quoi qu'il arrive, option activité gymnique acrobatique ou gymnastique rythmique, vous avez 525 heures minimum à réaliser en club. Parmi ces 525 heures, vous aurez 10 heures à réaliser dans chacune des activités suivantes. Petite enfance, senior, GAC, GAM, GAF. Dans les activités acrobatiques, le freestyle, l'AGR et l'aéro. L'objectif étant d'inciter nos stagiaires à aller chercher justement cette diversité, cette polyvalence, notamment lorsqu'ils sont en club, en stage. En plus de ces 10 heures de chacune des activités à réaliser, vous avez un minimum de 35 heures de travail administratif et 10 heures d'encadrement en compétition. Concernant le suivi du stage, alors, il sera établi 3 visites de stage pendant la formation. L'objectif de ces visites, ça va être d'observer une séance d'animation. Donc, l'observateur sera un formateur ou accompagnateur de l'organisme de formation. Et cette observation de la séance
sera suivi d'un entretien avec le stagiaire et le tuteur. Donc, en tant que candidat, vous faites votre séance comme vous l'auriez faite avec votre groupe. On viendra, entre guillemets, au moment, justement, à l'heure de votre séance pour observer. Et suite à cela, nous ferons un entretien, éventuellement avec le tuteur s'il est disponible, pour pouvoir faire un point et un retour sur différentes questions qui vont être quelque peu différentes en fonction du moment. Donc là, comme vous pouvez voir, sur la première visite, ce que l'on va regarder, c'est surtout l'insertion dans la structure du stagiaire et les points de sécurité et d'animation durant la séance. On va surtout se concentrer là-dessus. Cette première visite, elle interviendra entre septembre et octobre. La deuxième visite, entre janvier et février, elle, sera plus tournée sur les qualités d'animation, les compétences d'animation, de gestion de groupe loisirs, puisqu'on observera une séance d'animation sur un groupe loisir, et la progression pédagogique. On fera un point sur et la formation et votre progression dans la mise en place de vos différentes séances. Et enfin, la troisième visite, qui sera donc la dernière en avril-mai. Là, ce sera l'occasion de vous observer sur une séance d'entraînement avec un groupe compétitif. Et ce que l'on regardera, ce sera la gestion du groupe compétitif et les différents contenus techniques que vous aurez apportés durant votre séance. Alors, un point important, c'est que ces visites de stage ne sont pas directement des évaluations, mais plutôt un accompagnement du stagiaire. L'objectif étant donc non pas de l'évaluer directement, mais surtout de l'accompagner et de pouvoir le conseiller dans justement les différentes compétences qu'il a déjà acquis et celles qu'il doit encore acquérir dans les efforts qu'il doit produire, etc., etc. L'objectif étant de l'accompagner un petit peu dans sa manière justement d'encadrer un groupe allant de l'animation jusqu'à un groupe compétitif. Alors, pour entrer en formation, il faut satisfaire à différentes conditions. La première condition, c'est avoir 18 ans minimum à l'entrée en formation. La deuxième condition, c'est être titulaire du PSC1, la formation en premier secours. Alors, un petit changement dû au contexte actuel. Normalement, en théorie, vous devez présenter le diplôme du PSC1 dans votre dossier d'inscription lorsque vous le déposez, lorsque vous nous le déposez à nous, organisme de formation. Autrement dit, dans les conditions normales, vous devriez nous donner votre diplôme, le PSC1, au plus tard le 5 juin, avec votre dossier complet, afin que celui-ci soit complet. Une petite modification liée au contexte actuel, c'est que vous allez pouvoir nous donner votre attestation du PSC1 au moment de l'entrée en formation et même jusqu'à la veille du passage des EPMSP que l'on verra ensuite. Mais globalement, s'il y a une chose à retenir, c'est que si vous n'avez pas encore le PSC1, et que vous peinez du coup à passer la formation parce qu'en ce moment, évidemment, les différentes formations qui étaient prévues sont annulées ou reportées. N'ayez crainte, vous pourrez nous transmettre ce diplôme le jour de l'entrée en formation, donc le 17 août, d'accord, et ou jusqu'à la date des EPMSP. Troisième condition, c'est de réussir les TEP, donc les tests d'exigence préalable à l'entrée en formation, que nous verrons ensuite. Donc ça, c'est une condition également à remplir pour entrer en formation. Et enfin, présenter un certificat de non-contre-indication à la pratique d'activités physiques et sportives qui va vous être demandé notamment durant les TEP. Alors, il y a 3 étapes pour entrer en formation. La première étape, c'est les tests des exigences préalables à l'entrée en formation, donc les TEP dont je vous parlais. Pour ce qui est de l'option activité gymnique artistique,
si vous choisissez cette option, elle correspond à la réalisation d'un enchaînement d'une durée de 30 secondes maximum, intégrant les 5 éléments suivants que je vous ai rappelés, donc la roue, l'ATR, la roulade avant, le saut droit et la roulade arrière. L'objectif sera de réussir au moins 4 éléments parmi ces 5 à présenter, d'accord, pour pouvoir valider cette épreuve. Si vous choisissez l'option gymnastique rythmique, il va falloir toujours réaliser un enchaînement d'une durée de 30 secondes maximum, avec un engin au choix parmi les 5 suivants, donc la corde, le cerceau, ballon, massue et ruban. Et l'objectif sera de valider au moins 3 éléments techniques parmi les 5 qui sont déclinés par engin. Si vous voulez plus d'informations, notamment sur ces TEP, je vous invite à vous rendre sur le site du comité régional. Vous y trouverez dans la rubrique formation BPJEPS activité gymnique les différents, si vous êtes déjà allé voir, les différents documents d'information et vous retrouverez notamment le récapitulatif de ces TEP, d'accord, de ces tests des exigences préalables avec les différents éléments et leurs caractéristiques et la validation de différents critères. Donc vraiment, la première étape, validation de ces TEP, c'est une étape qui est obligatoire pour entrer en formation. C'est la première étape. Si vous ne la validez pas, malheureusement, vous ne pouvez pas entrer en formation. Une fois que vous avez validé donc, ces TEP, on passe à la deuxième étape qui est la sélection. Alors, je vous ai mis initialement prévu parce que, alors, du coup, il y a une petite oubli, mais globalement, initialement prévu parce que il peut y avoir potentiellement des changements avec le contexte actuel, d'accord? Notamment si le présentiel ne nous est pas possible au moment des sélections, donc qui seront le 6 et 7 juillet, d'accord? Là, il faudra éventuellement, et on vous communiquera les différentes modifications qui seront apportées. Pour ce qui est donc des sélections, il y a une animation pédagogique qui correspond donc à l'organisation d'une séance. Vous avez 15 minutes de préparation, 15 minutes de séance à présenter, à animer, et 15 minutes d'entretien. D'accord? L'objectif, ça va être simplement voilà, de faire un petit peu un état des lieux de la manière dont vous organisez une séance, la gestion du temps, de l'espace, la gestion de votre groupe, et les consignes et la sécurité si tout est bien respecté lors de votre séance, lors de votre animation. Il y aura également un deuxième test qui sera un test d'expression écrite, donc un test d'1h30 où il faudra résumer un texte ou un sujet sur une réflexion, d'accord, qui sera menée autour du sport. L'objectif ici sera de synthétiser les informations, d'organiser sa pensée et de s'exprimer correctement à l'écrit. Donc, on vérifiera si ces différents critères, justement, sont validés ou pas. L'objectif étant surtout de faire le point sur votre niveau avant de rentrer en formation. Un troisième test qui ne figure pas là, donc c'est un test informatique, d'accord, sur lequel nous testerons justement vos capacités sur Word et Excel. Puisque comme vous avez pu le voir, il faut réaliser 3 dossiers pour valider justement le diplôme. Et ces dossiers donc, sont réalisés sur ordinateur via ces outils. Donc l'objectif étant de vérifier un petit peu votre niveau de base sur ces outils-là. Donc voilà, s'il y a des modifications qui seront apportées, évidemment, vous en serez informés. Pour l'instant, nous espérons maintenir ces différentes conditions pour les tests de sélection. Et enfin vient la troisième étape, donc qui est l'étape de positionnement. L'objectif sera en fonction des résultats de vos tests, via un entretien, d'établir le parcours individuel de formation au regard des diplômes ou des certifications que vous avez déjà obtenus, notamment si vous avez déjà des diplômes qui vous permettent d'alléger la formation, c'est à ce moment-là que l'on fera le point là-dessus, et de vos ambitions. Ce sera l'occasion donc de signer les conventions de stage et de formation professionnelle
Et l'objectif étant de faire cet entretien donc avec, si possible, le tuteur et ou l'employeur, afin que le discours passe le plus largement possible. Les dates à retenir par rapport à ces épreuves, donc au TEP, aux sélections et au positionnement, c'est donc le 6 et 7 juillet 2020. Alors, je vous parlais tout à l'heure des EPMSP. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est les exigences préalables à la mise en situation professionnelle. C'est la première épreuve du calendrier. Alors, on parle d'épreuve, même si elle n'est pas là pour valider une compétence, elle n'est pas là pour valider une unité capitalisable, mais c'est une première épreuve, d'accord, une première épreuve d'évaluation, et elle est nécessaire à l'obtention de l'attestation provisoire d'éducateur sportif. Cette attestation, elle est obligatoire afin de pouvoir être rémunéré. Autrement dit, si vous ne validez pas, tant que vous ne validez pas cette épreuve, vous ne pouvez pas être rémunéré, ce qui peut poser problème. Donc, durant cette épreuve, globalement, vous aurez à tirer au sort 2 activités uniques, 20 minutes de préparation pour ensuite réaliser 2 séquences d'animation qui dureront 10 minutes chacune, ce qui vous fait donc 20 minutes d'animation, puis 20 minutes d'entretien individuel. L'objectif de cette épreuve, alors évidemment, comme elle intervient, vous allez avoir la date ici, le 3 et 4 septembre 2020, comme c'est assez tôt, c'est très tôt dans la formation, au bout de 3 semaines, on ne demandera pas un niveau qui sera très exigeant en termes d'animation, de compétences d'animation, mais ce qui sera regardé, ce sera principalement l'évaluation du respect de l'hygiène et de la sécurité des pratiquants. C'est uniquement ça qui sera évalué et ce qui nous permettra ensuite, du coup, de faire la demande pour l'attestation provisoire d'éducateur sportif afin que vous puissiez être rémunéré en structure. Donc, ces dates seront les 3 et 4 septembre 2020. Et pour refaire référence donc tout à l'heure au PSC1, globalement, avec les nouvelles mesures mises en place dues au contexte, vous pouvez donc nous donner le PSC1 jusqu'à cette date des EPMSP, donc jusqu'au 3 et ou 4 septembre 2020. Après, ce ne sera plus possible. Alors, concernant le financement de la formation, je vais laisser du coup la parole à Eric Rastel, qui du coup a pu nous organiser carrément le groupe au final. Si tu es là. Donc je prends le relais d'Alexis sur ces diapos, donc sur le financement de la formation. Je me présente, Eric Rastel, je suis le directeur administratif et financier du comité régional et de l'IRF, et j'interviens également en tant que formateur au niveau de la réglementation sur les BP. Donc au niveau du financement, déjà un interlocuteur incontournable, donc c'est l'OPCO de la branche sport, l'ABDAS. Donc, je vous ai noté l'adresse, hein, c'est à Paris avec également l'adresse du site internet. Donc c'est vraiment l'interlocuteur qui vous permettra de prendre en charge le financement des frais pédagogiques et des frais de déplacement de vos stagiaires. Donc important à noter. La délégation régionale se trouve dans le Nord, donc c'est plutôt vers eux qu'il faudra vous retourner concernant tout ce qui est appel téléphonique pour la gestion de vos contrats, etc. En général, on a des réponses assez rapides, notamment depuis le mois de janvier, parce que le début de la prise en charge de l'ABDAS était un peu compliqué en avril 2019, dans la mesure où eux n'avaient jamais géré l'activité sportive. Donc c'était un peu compliqué au début. Depuis janvier, ça fonctionne déjà un petit peu mieux. Donc c'est l'ABDAS qui s'occupe de la prise en charge des frais pédagogiques, frais de déplacement, hébergement, restauration, mais également qui va gérer, donc depuis le 1er janvier 2020, les contrats d'apprentissage. Avant cette date, c'était les chambres de commerce qui les géraient, et depuis le 1er janvier, c'est donc l'ABDAS qui les prend en charge directement et qui va les gérer. On va passer la diapo suivante. Donc au niveau des différents types de contrats
que vous pouvez mettre en place pour vos stagiaires. Celui qui a été mis en place la saison dernière, je dirais à 99%, c'est le contrat d'apprentissage. Mais vous avez d'autres solutions. Le contrat classique de travail pour un salarié qui est déjà en poste depuis de nombreuses années. Vous avez également les contrats de professionnalisation qui existent aussi. Là, je me suis un petit peu appuyé sur le contrat d'apprentissage, dans la mesure où c'est celui qui a été repris la plupart du temps l'année dernière et qui permet, je dirais, à l'employeur de bénéficier des meilleures conditions financières pour la prise en charge du salarié, et également en termes de contrat. Alors, bien entendu, si vous avez des questions par rapport à ça, il ne faudra pas hésiter, même après la réunion, de les poser. Je vous ai mis mes coordonnées à la fin de la partie diaporama sur le financement, aussi bien mon adresse mail que mon numéro de téléphone. Donc, il ne faudra pas hésiter à me contacter si vous avez des cas particuliers, que vous n'avez pas forcément les réponses dans le diaporama. Donc, en ce qui concerne le contrat d'apprentissage, vous pouvez le signer pour des jeunes de 16 à 29 ans. C'était 25 ans encore l'année dernière, c'est passé à 29 ans. Pour ça, vous devez remplir donc un contrat de travail type, donc un CERFA. Je vous ai mis le numéro, donc c'est le CERFA FA13. Vous tapez ça sur Google et vous allez tomber directement sur le bon document. Et sinon, vous pouvez également, sur le site de l'AFDAS, je vous ai mis un raccourci, vous avez vraiment toutes les informations qui concernent le contrat d'apprentissage. Alors, je vous recommande vraiment d'y aller et de le lire attentivement, parce que vous avez vraiment toutes les informations, et notamment, regardez bien le chapitre qui concerne les maîtres d'apprentissage, parce que vous avez des financements possibles pour les maîtres d'apprentissage, pour les tuteurs, qui ne sont pas négligeables, et qui vous permettent de financer donc, une partie de cette formation. Donc, je vous conseille de bien lire ce chapitre. Alors, globalement, quand vous signez un contrat d'apprentissage, vous avez bien entendu un allègement de charges patronales, mais vous avez aussi, à la signature du contrat, et c'est automatique, ce qu'on appelle maintenant une aide unique, qui est de 4 125 € par contrat. Donc, vous n'avez pas à la demander, elle est automatique dès que vous déposez votre contrat d'apprentissage au niveau de l'AFDAS. Au niveau des salaires, donc la Convention collective nationale du sport ne s'appuie pas sur le SMIC, mais sur un salaire qu'on appelle SMC, salaire minimum conventionnel, qui au 1er janvier 2020 est de 1 469,24 €. Alors ce montant est amené à changer environ tous les 6 mois ou tous les ans, ça dépend des fois. Donc il faudra vérifier de votre côté, effectivement, que vous suivrez l'évolution de ce salaire minimum, dans la mesure où ce que vous donnerez à votre apprenti est un pourcentage de ce salaire. Donc vous voyez hein, les différents cas. Donc de toute façon, il faut avoir 18 ans minimum pour suivre la formation. Donc la première année, on est sur 43% de ce SMC. Et si votre stagiaire a de 21 ans à 25 ans, 53%, et 26 ans et plus, 100%. Donc dans ce cas-là, il serait payé à tout plein. Alors je vous rappelle bien, les salaires qui sont indiqués ici sont les salaires minimums. C'est-à-dire que vous pouvez très bien payer votre stagiaire en contrat d'apprentissage à un montant plus élevé, mais la prise en charge par l'AFDAS et l'aide sur les charges patronales ne concernera que la partie minimale, donc la partie des 43% ou des 53%. On va passer à la diapo suivante. Alors là, je vous ai mis une partie du contrat d'apprentissage. Donc, quand vous allez aller récupérer votre contrat et le remplir, vous avez évidemment les coordonnées de l'employeur, coordonnées du stagiaire ou de la stagiaire, et vous avez à un moment une partie formation. Donc, je vous l'ai pré-renseigné avec les éléments à mettre directement dans ce document. Ça vous évitera de le chercher et de perdre du temps en le remplissant. Donc, notamment le numéro UAI, numéro d'établissement. Donc, vous avez noté ici l'adresse qui est effective depuis le mois de janvier 2020. Et de l'autre côté, sur la partie droite du document, vous avez donc les numéros de diplôme, ça vous évitera de les chercher. L'intitulé précis du BP, alors n'allez pas plus loin que BPGEPS, éducateur sportif, sinon ça mettra en erreur l'AFDAS qui n'arrivera pas à le retrouver dans sa base. Et ils sont, je dirais, pointilleux, donc il faut absolument que ça rentre dans les bonnes cases et au bon endroit.
et le code diplôme qui est juste en dessous, parce que ce code diplôme correspond au libellé qui est juste au-dessus. Donc s'il y a une différence entre les deux, en général, l'AFDAS bloque le dossier et rejette le contrat. Donc voilà, il restera effectivement à noter les dates de début et de fin de la formation. Donc c'est août, effectivement, je n'ai pas la date devant les yeux, mais août 2020 à août 2021. Donc voilà un petit peu le cas, sachant qu'au niveau de la prise en charge des frais pédagogiques, la saison dernière, l'AFDAS, pour les contrats d'apprentissage, prenait en charge 7 800 €. D'accord. Alors, on a eu quelques diversités en fonction des régions, en fonction des délégations régionales. Certains étaient à 7 800, d'autres à 8 700. Voilà, il y a eu quelques petites différences. Je pense que cette année, ils vont s'harmoniser et que tout le monde sera au même niveau. Donc, voilà, il restera donc une petite partie à la charge de l'employeur, quoi qu'il arrive. Au niveau des frais d'hébergement, donc l'AFDAS en prendra en charge une partie. Donc, ça, il n'y a pas de souci, il y a une demande spécifique à faire de ce côté-là. Au niveau des frais de restauration et des frais d'hôtellerie, éventuellement d'hébergement, dans ce cas-là, l'AFDAS, pour les contrats d'apprentissage, ne les prend pas en charge dans la mesure où le centre de formation, donc l'IRF, n'a pas d'hébergement propre à sa structure et n'a pas de restauration propre. Voilà. Donc, dans ce cas-là, les frais de restauration et d'hébergement ne sont pas pris en compte. Par contre, les frais de déplacement seront pris en compte avec, en fonction des moyens dont dispose l'AFDAS. Ça, il faut faire une demande. Effectivement, ces frais seront pris en compte. Donc, voilà un petit peu globalement ce que je voulais vous dire sur l'aspect financier, mais n'hésitez pas, vous avez donc mes coordonnées, mon adresse mail, mon numéro de portable. Si vous avez besoin d'informations, vous m'appelez directement. S'il faut vous aider à rédiger le contrat d'apprentissage, ce n'est pas un souci, ou les autres contrats d'ailleurs. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous seraient utiles et ne perdez pas de temps à chercher des informations parfois compliquées à trouver. Donc appelez en direct, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, j'ai fait le tour. Après, au niveau des questions, je pense qu'on y passera après. Je ne sais pas comment. Oui, éventuellement, on fera un point sur les questions. N'hésitez pas à bien noter si vous avez des questions en tête, que l'on puisse du coup y répondre à un moment donné, là, sur la fin de présentation. Je pense qu'on fera comme ça. Alors, j'ai vu Gaël là, qui donnait de la conversation, qui disait que la DAF ne prenait que les coûts pédagogiques. Ce n'était pas le cas l'année dernière. Donc, ça dépend, je vous le dis, il y a parfois des différences entre les différentes régions. Le mieux, c'est de se renseigner en appelant directement à la délégation dont vous dépendez et qui vous donnera un peu plus d'informations. Mais l'année dernière, les frais de déplacement étaient pris en charge. Et récemment, il y a eu un contrat qui a été signé avec une prise en charge qui était supérieure au montant que je vous indiquais. Donc, il y a parfois des divergences dans les différentes régions et voilà. C'est pas toujours bien harmonisé. Donc, il vaut mieux se renseigner en appelant directement la place. Je te rends la parole, Alexis. Très bien. Merci. Donc, simplement pour marquer un petit point final là, par rapport à ce BPJEPS. Pour vous rappeler que la formation est encadrée par des professionnels des activités gymniques. On a des entraîneurs qui font partie de nos formateurs. On a un conseiller technique sportif qui fait partie également des formateurs et des diplômés des sciences et techniques des activités physiques et sportives, donc des STAPS. Un encadrement donc de professionnels qui favorise en plus un accompagnement du stagiaire via les visites de stage et l'accompagnement autour des 3 dossiers à réaliser. Et une expérience quand même, puisque si vous souhaitez intégrer la formation, vous intégrerez donc la 15e promotion du BPJEPS. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, bien que donc pour certains ce soit déjà engagé, pour rappel, les dossiers d'inscription sont à nous adresser par courrier avant le 5 juin 2020. Je vous ai remis l'adresse du comité régional de gymnastique, donc où il faut nous les envoyer. Et si besoin, vous retrouverez donc le dossier qui sera téléchargé sur le site du comité régional. Vous l'avez rubrique formation BPJEPS activité gymnique. Vous avez le dossier d'inscription, la plaquette de présentation et
notamment les autres documents d'information qui peuvent vous être utiles. Bien évidemment, si jamais vous avez besoin de d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter, comme a pu vous dire Eric, que ce soit sur les points financiers, n'hésitez pas à le contacter. Et pour tout ce qui concerne la formation et l'organisation pédagogique, je reste également disponible.